Ça marche? Sinon... C'est bon. Bien, merci à tous ceux qui sont là, toutes celles et tous ceux qui sont là, présents ce soir, qui ont affronté le mauvais temps toulonnais. C'est notre dernière conférence de l'année 2023. Alors, 2024, ou du moins en ce qui concerne la suite de notre programme, s'annonce très bien et je vous invite à consulter nos programmes. Mais surtout, merci à vous, Geneviève Fraisse, d'avoir accepté de venir nous parler de votre domaine de recherche, le féminisme, qui s'inscrit totalement dans notre thème des grands bouleversements. Alors, il touche à l'intime, c'est vrai, mais c'est un enjeu sociétal, philosophique et politique majeur au travail, si je puis dire. Le féminisme, ça pense, comme vous nous dites dans votre dernier essai. Ça a une histoire, et comme toute histoire, il aura des moments de rupture décisive, je pense aux années 70, avec des lois essentielles qui nous ont donné à penser qu'enfin le corps des femmes leur appartenait, mais nous étions encore loin d'une égalité qui aurait fait que le corps des femmes avait cessé d'appartenir aux hommes. 50 ans plus tard, où en sommes-nous? La philosophe et historienne et féministe que vous êtes met des mots sur notre histoire, utilise les concepts qui font avancer notre réflexion. Alors, cher public, permettez-moi de me réjouir de ce bouleversement, de cette révolution copernicienne à laquelle nous assistons et participons quand les femmes prennent la parole, individuellement ou collectivement dans l'espace public. On pensait que MeToo avait fait avancer le combat des femmes, mais nous assistons à une offensive réactionnaire qui n'a pas dit son dernier mot. Nous devons penser aux générations futures et continuer à réfléchir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Attends, tu l'as branché? Oui, sinon il n'est pas branché. Non, c'est branché, il est vert. C'est le feu vert. D'accord, et là ça c'est sûr. Bonsoir à tous. Alors, bonsoir madame. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Geneviève Fraisse et je vais commencer par une brève présentation. Alors Geneviève Fraisse, vous êtes philosophe, historienne de la pensée féministe, directrice de recherche émérite au CNRS et vous avez participé à la création du Collège international de philosophie. Vous avez fondé avec Jacques Rancière la revue Révolte logique en 1975. Vous avez été co-directrice du volume 4 de l'Histoire des femmes en Occident avec Michel Perrault en 1991. Vous avez été, une parenthèse, direz-vous, déléguée interministérielle aux droits de la femme en 97-98, aux droits des femmes. Très bien. Députée, vous avez raison, députée au Parlement européen de 1999 à 2004, productrice de l'Europe des idées sur France Culture de 2004 à 2008. Vous avez publié de nombreux ouvrages, et notamment parmi les plus récents, Les excès du genre en 2019, La suite de l'histoire, actrice, créatrice en 2019, Féminisme et philosophie en 2020, Le féminisme, ça pense en 2023. Vous consacrez la plus grande partie de votre travail au fondement philosophique du discours féministe. Vos travaux portent sur l'épistémologie politique de la pensée féministe. Vous vous intéressez à cette question du féminisme tout au long de plusieurs siècles, dès le XVIIe siècle, et vous vous attachez à construire une continuité de pensée du féminisme. Vos recherches portent sur l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes. La place des femmes dans l'espace public et politique est une question d'histoire politique. Pour exemple, l'invisibilité des femmes liée à un contrat social pensé au masculin, en référence au contrat social de Rousseau. De même que les révolutionnaires de 1789, en majorité des hommes,
admettent que tous sont des semblables, mais ne concluent pas que la citoyenneté doit être pour tous et pour toutes. Certains événements marquants permettront de voir une évolution, de changer le cours des choses, mais le passage entre le politique et le domestique n'est toujours pas surmonté. Un point très important sera cette bascule au XXe siècle qui est celle du savoir, et où filles et garçons peuvent avoir des diplômes équivalents. Je reprends, le féminisme, ça pense, dites-vous. Et surtout, vous abordez la question du corps autonome, avec les lois qui vont légaliser la contraception, l'avortement dans les années 70, et qui permettront aux femmes de dire « mon corps m'appartient ». Mais lorsque ces dernières années, on parle de la libération de la parole des femmes suite à un ensemble d'actions et de mobilisations, telles que MeToo, entre autres en 2017, vous préférez dire qu'il s'agit là de prise de parole des femmes qui conduisent à l'émancipation. Cette prise de parole qui s'exerce d'autant mieux à partir du moment où les femmes ont les moyens d'assurer économiquement leur situation. L'émancipation, c'est le chemin et non son terme, dites-vous. C'est un long processus. Ce soir, vous allez aborder cette question du corps par cette conférence intitulée « Les trois corps ». C'est bon? Non, c'est pas bon. C'est pas bon? Le son, il faut que je me pousse encore un peu. Et là, c'est mieux? Oui. Oui? Il faut le tourner un peu vers vous. Comme ça va? Vous entendez? Non, ça va pas. Non, mais je peux pas. Non, je préfère vraiment ça. D'accord. Non, parce que je veux. Ou alors approchez pas encore. Peut-être faut l'approcher un peu plus. Ah, mais voilà. Et si je m'approche de l'intérieur aussi? Oui, arrive. Comme ça? Oui. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Bon, bah, visiblement ça va. Merci. Merci pour ces présentations doubles, cette double présentation. Oui, c'est les presses du CNRS qui m'avaient demandé de faire ce petit texte qui est en fait un texte oral qu'on traduit après, qui s'appelle « Le féminisme, ça pense » et qui, bien malgré moi, est sorti comme ça. Et en même temps, très étonnamment, ça m'a permis de dire deux ou trois choses qui faisaient la synthèse d'une démarche, qui est qu'en fait, quand je dis « Le féminisme, ça pense », donc l'expression, enfin, intitulée que j'avais déjà utilisée dans les années précédentes, mais que donc on a mis cette année avec le CNRS, c'est parce que, évidemment, moi je suis née avec le féminisme où on disait vous êtes des hystéros, des mal baisés, etc., vous pensez pas, quoi. Et moi j'ai fait le pari de montrer que ça pense. Voilà. Et le pari a consisté, philosophie oblige, à voir quel concept fonctionnait. En général, là il y avait un colloque la semaine dernière au CNRS justement, des jeunes philosophes féministes. Il y avait une jeunesse pleine. Et donc c'était nouveau. Et la fin de cette semaine, là, jeudi et vendredi, il y aura l'anniversaire des 40 ans du Collège international de philosophie. Donc la philosophie, et donc moi je suis heureuse de voir que ça fonctionne ainsi, mais pour ce qui est de la pensée féministe, c'est vrai que l'idée d'introduire du concept dans le féminisme et non pas de dire qu'on fait je ne fais pas de philosophie féministe. Je suis une féministe qui fait de la philosophie. Donc je dis d'où je parle. Peut-être c'est pas le savoir situé comme certains ou certaines ont pu l'entendre, bien sûr. Moi je dis d'où je parle. C'est une expression que j'ai retenue de cette jeunesse qui est la mienne, 68arde, et je m'y tiens. Mais mon idée est quand même de faire de l'épistémologie. Voilà, donc puisque vous aviez fait l'introduction, ça me permet de faire cette petite mise au point très rapide. Deuxième petite mise au point très rapide, les trois corps. D'abord, je crois que c'est vous qui m'avez écrit, on se demande comment c'est possible, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et j'ai bien entendu, et je crois que justement, l'idée c'est, pour ceux qui attendaient un débat sur la question des identités, vous allez être déçus. Parce que c'est pas du tout ça que justement, avec le préambule que je viens de donner sur comment j'introduis du concept, la question pour moi, elle n'est pas sur le qui, mais sur le quoi. C'est-à-dire, elle n'est pas sur la question d'identité, de savoir comment aujourd'hui on débat beaucoup
et c'est aussi très subversif, de la question effectivement non-binarité, queer, etc., trans. Mais c'est pas de ça dont je vais parler. Je vais parler de comment ça fonctionne, non pas la question identitaire, mais la question du rapport. Donc les 3 corps, pour dire vite, ça va être, vous en avez parlé, le corps reproducteur ou non, liberté, le corps tel que MeToo l'a mis en scène, ce que j'appelle le corps collectif, et troisièmement, le corps dans l'histoire de l'art, avec l'appropriation, l'accès par les femmes de la production artistique légitime, et non pas, bien sûr qu'elle n'a jamais cessé la production des femmes, mais encore fallait-il qu'elle en ait les institutions qui lui permettent d'être présente. Donc c'est ces 3 corps qui sont des corps finalement en relation, qui sont des corps en rapport, et non pas des corps dont je dirais la définition, où je réfléchirais sur la définition. Donc merci d'avoir soulevé cette question. C'était important de le dire parce que c'est pour celles qui sont venus pour ça, non. C'est pas ça qui m'a intéressée. Non pas que ça soit pas subversif, mais je travaille, comme je dis toujours, le sapin sur le quoi. C'est-à-dire quel concept. Bon, vous auriez pu citer un livre qui a quand même été circulé cet an dernier, qui était le consentement. Et moi, j'avais écrit ça en 2000 des poussières. Et voilà, c'était qu'est-ce que c'est que le consentement, par exemple, en démocratie, des choses comme ça. Ou le service domestique, puisque on a été aussi question la notion de service. Qu'est-ce que le service? Non pas le travail, le service. Qu'est-ce que le service en démocratie? Aïe, ça fait mal, le service en démocratie. Parce que c'est une contradiction. D'où, c'est pas quelque chose qu'on a obtenu, l'émancipation, vous l'avez dit, c'est un chemin. Comment on fait pour penser le service avec la démocratie? Vous avez 4 heures. Moi, j'ai fait un livre, mais j'ai jamais trouvé de solution. Donc, les 3 corps. D'abord, c'est intéressant, vous l'avez rappelé aussi, parce que du corps des femmes, donc ma jeunesse, ma génération plus tarde, on a lutté 2 fois dans la décennie 70. Un, pour l'avortement. On avait obtenu la contraception en 67, mais pas le décret d'application. Puis, important, je suis chez les juristes ici. Et puis, l'avortement, évidemment, en 75. Mais deuxième combat, et je m'en souviens beaucoup, faire que le viol ne soit plus un délit, mais un crime. 1980. Donc ce sont 2 combats liés au corps des femmes, et je vais en ajouter un 3e, ça va vous amuser, au corps des femmes, où nous avons, je dis vraiment nous, mobilisé toutes nos énergies, en dehors avec d'autres choses, mais qui touchaient à la question du corps. Donc, et le viol est un crime seulement depuis 1980. Bon, je dirai un petit mot tout à l'heure, mais il faut comprendre de la même façon, les viols en temps de guerre, pour celles et ceux qui ont mon âge ou un peu plus jeune, vous vous rappelez de la décennie 90, où nous nous sommes mobilisés pour que ça ne soit plus un dommage collatéral, mais une arme de guerre. Et aujourd'hui, 24 heures après le début de la guerre en Ukraine, on a parlé du viol comme arme de guerre. J'en ai des frissons parce qu'on s'est battu pendant plusieurs années, au milieu des années 90, pour qu'en ex-Yougoslavie, on dise arme de guerre et non pas dommage collatéral. Dommage collatéral. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui, tout le débat à feu et à sang qui se passe en ce moment sur la question des actes de barbarie en Israël, que l'arme de guerre est mise au centre d'une controverse et d'un débat. Sa violence n'empêche pas que je remarque que la question du viol fait partie désormais de l'histoire avec un H majuscule et non pas d'un à côté de l'histoire. On vient de là, et on vient de là à quelques années près. Hein. C'est très près de nous. Donc là, et pourquoi j'insiste aussi? Alors, je lui dis qu'il y avait une 3e notion intéressante dans la décennie 70, toujours en France, toujours en termes de droit, c'est que la loi de 1975, qu'est-ce qu'elle va faire par rapport au divorce? Va rétablir le divorce par consentement mutuel, qui datait de 1792. Mais le divorce est abandonné en 1816, grâce au vicomte de Bonald, qui pense que la démocratie domestique est une mauvaise chose, comme il a, c'est l'expression de lui.
puis rétabli en 1884, mais uniquement pour faute, sans consentement mutuel. Et c'est le sociologue Émile Durkheim qui est contre le consentement mutuel. J'y reviendrai tout à l'heure, parce que la question de la famille doit être une notion qui n'est pas celle d'une addition d'individus. Donc 1975, nous retrouvons le consentement mutuel. 200 ans. C'est intéressant. Hein. Et j'aime bien mettre des perspectives, parce que ça nous assoit dans une histoire. Alors, avant de parler des 3 points que je vous ai dit, juste une chose, c'est que moi, en fait, pendant longtemps, pendant quand même pas mal d'années, je me suis beaucoup occupée surtout de l'égalité de raison. C'est-à-dire que c'est par l'égalité de raison que l'émancipation allait être possible. Éducation, évidemment, mais citoyenneté, enfin, l'ensemble, le sapence, c'est aussi les femmes sapenses. Hein, c'est aussi ça que ça veut dire. Et pas seulement ça met au monde, ça cuisine, ça ceci, ça cela. Donc, la question de l'égalité de raison, c'est ça qui a été l'enjeu de ces 2 voire 3 derniers siècles. Celui qui va le dire si bien, c'est le disciple de Descartes qu'on appelle Poullain de la Barre en 1673 de l'égalité des sexes. L'égalité, c'est la question de l'égalité de raison d'abord. Sur le corps, on va avoir plus de mal avec la notion d'égalité. Et on va croiser avec la liberté, ça va être très subtil et difficile, etc. Mais pour ce qui est de la raison, c'est l'égalité. Et c'est ça qui permettra la citoyenneté. Moi, quand j'ai construit mon livre Muse de la raison, qui était au moment du bicentenaire, sur ce que j'ai appelé la démocratie exclusive, c'était un babouviste, Sylvain Maréchal disait, c'est un pamphlet pour rire, dit-on, mais pas tout à fait pour rire quand même, il ne faut pas qu'elles apprennent à lire, parce que sinon elles vont demander d'être citoyennes. Je vous rappelle aussi que l'esclavage, il était question d'empêcher les esclaves d'apprendre à lire. Hein, c'est un débat qui est au XVIIIe siècle, ça aussi. Et qui repart. Enfin, Marguerite Yourcenar en parle encore. Donc la question de l'accès à la raison est un frein à l'émancipation. Et ça, c'est tous nos 3 siècles qui vont mettre ça en place comme résistance de la part de la domination et comme stratégie de subversion et d'émancipation par les femmes et les féministes. Donc, le corps, on est rentré dans l'inclusif, c'est certes, ce que je disais à l'instant, avec l'égalité par l'école, par un certain nombre d'emplois, presque tous, etc., etc. Mais qu'en est-il du corps? Donc j'ai fait toute cette mise en contexte, si vous voulez, pour venir à mes 3 points. Alors, l'habeas corpus, c'est une expression que j'ai pêchée dans l'histoire britannique, 1679, tu auras un corps à montrer. You should have a body. C'est-à-dire, toi, l'individu, la personne, hein, on est dans la subjectivité de l'individu à partir du XVIIe siècle, dans nos contrées européennes, et là, tu auras un corps à montrer, c'est contre les détentions arbitraires. C'est l'idée que l'individu a un corps. Et pourquoi j'ai été chercher ça? Ben, tout simplement parce que c'était le slogan des féministes, d'abord américaines, puis européennes, à la fin des années 60 et des années 70. À la fin des années 60 pour les américaines, 70 pour l'Europe, la France notamment. Notre corps nous-mêmes. Our bodies, ourselves. Notre corps nous-mêmes. Notre corps nous appartient, vient de là. Donc, la chercheuse que je suis s'est dit, mais ça c'est l'habeas corpus. Bien que, et là je sais qu'il y a des juristes, c'est un droit civil, l'habeas corpus. C'est pas un droit politique comme la déclaration de droits de l'homme, mais c'est un droit civil. Sauf qu'on le prend aussi quand même comme quelque chose en amont de la déclaration des droits de l'homme, 100 ans plus tôt, 1679. Donc l'habeas corpus, et ça va être débattu avec la question du biopouvoir, j'espère que j'aurai le temps d'en parler tout à l'heure avec aussi bien Michel Foucault que Alain Ben. Mais donc, moi, je trouve ça, et je me dis, c'est fantastique pour des tas de raisons. D'abord parce que, je mets des mots sur une pratique militante, c'est ça, le féminisme, ça pense. C'est finalement, moi, je vois l'habeas corpus dans les slogans du féminisme de ces années, donc 60, 70, 80. Et c'est remarquable, évidemment, et l'habeas corpus, ça veut dire mon corps m'appartient, on l'entend, et c'était pourquoi. Alors, à cela j'ajoute, c'est un texte que j'avais donné dans un colloque sur la contraception au Collège de France en 1998, et que vous pouvez, si vous voulez le lire, il est sur ma page actualité
de l'academia.edu. Enfin, là, je l'ai remis en page actualité, vous allez comprendre pourquoi, puisqu'on va parler de constitution dans quelques jours. Donc, notre objectif était de séparer la sexualité de la reproduction. C'est ça. Mon corps m'appartient, ça veut dire que je ne vais pas dépendre de mon corps qui fabrique, malgré moi, des grossesses ou des embryons, je ne sais, mais je vais pouvoir, donc la possession de mon corps, c'est aussi la maîtrise de mon corps. C'est ce qu'on disait d'ailleurs avant ces années-là, quand le planning familial a commencé à naître, c'était le contrôle, la maîtrise, etc., etc. On change de registre. C'est pas contrôle-maîtrise, des termes qui nous paraissent, qui nous gênent un peu aujourd'hui évidemment, mais c'est je suis propriétaire de mon corps, ce qu'on va retrouver évidemment avec MeToo. Et moi j'ai appelé ça une double révolution, c'est-à-dire à la fois une révolution historique, non pas qu'il n'y avait pas de contraception et d'avortement avant, hein, on a surtout dépénalisé, c'est plutôt ça l'histoire, c'est pas l'accès à un droit, c'est la fin d'un non-droit. Et c'est-à-dire, alors après, moi je ne suis pas assez forte pour voir dans tous les pays européens quelle était la proportion de la dépénalisation par rapport à la loi. La pire loi pour nous en France, c'était 1920. Et du temps où j'ai eu ces fonctions dites politiques, on n'avait pas encore enlevé de cette loi de 1920 l'interdiction de faire de la publicité pour la contraception. Mais je ne sais plus où ça en est aujourd'hui, je suppose que ça a quand même fini par avancer, c'était il y a 20 ans quand même, 25 ans même. Mais en tout cas, la question, vous voyez, était forte. Donc, séparer la sexualité de la reproduction, et c'est une rupture historique, puisque maintenant, voilà. Et c'est aussi une révolution, donc c'est une révolution comme une révolution politique, mais c'est aussi une révolution copernicienne. Puisqu'un enfant, si je veux, quand je veux, ça veut dire que c'est pas moi qui tourne autour de la nature et que j'y peux rien parce que la nature est plus forte que mon individu, c'est l'individu que je suis qui va faire tourner la nature autour de moi. Donc c'est une révolution copernicienne. D'ailleurs, Françoise Héritier et d'autres ont aimé reprendre tous ces termes, mais c'est moi qui pose comme ça la double révolution par rapport à l'habeas corpus. Vous vous rendez compte, je suis en train de vous dire des choses importantes quand même. Et d'employer des mots forts, des mots grands. Habeas corpus, révolution copernicienne, j'y vais pas de main morte. Ouais, non, j'y vais pas de main morte. Mais la nature continue. Et c'est là où j'avais fait un deuxième texte après ce texte de la fin du XXe siècle, c'est que la nature, donc par rapport à laquelle on a réussi à se situer et à disons, à dompter la nature par rapport à notre subjectivité, individualité, c'est devenu du temps. C'est devenu du temps parce que ce qui va se passer, et les jeunes femmes d'aujourd'hui le savent, ma génération moins, mais les générations suivantes assez vite, c'est que la capacité à produire un enfant, à être enceinte, a un temps limité dans le corps des femmes. Donc aujourd'hui, on peut congeler des ovocytes. J'en connais un certain nombre de jeunes femmes autour de moi qui le font, ce qui n'était effectivement donc c'est et puis avec toutes les autres pratiques possibles de maternité, enfin de grossesse, maternité, reproduction que vous connaissez. Je ne vais pas m'y arrêter, mais ça veut dire que la nature devient du temps et que la nature va s'allier aussi à la technique. Donc ça devient bien plus compliqué que tout ce que je viens de vous dire. Aussi bien le temps et la technique interviennent désormais dans ce champ de la propriété de son corps, avec des difficultés que nos environnements, il y a des jeunes ici et des moins jeunes, des comme moi, avec nos environnements de jeunesse, nous racontent tout ça. C'est-à-dire à la fois la technique et à la fois la temporalité qui s'est instaurée pour mettre un moment qui peut être difficile. Mais j'en resterai là pour ce point-là, avec l'idée quand même que, vous le savez comme moi, l'avortement, voire la contraception, mais surtout l'avortement, parce que la contraception, elle est mise en cause par les jeunes femmes elles-mêmes, du temps de la pilule et du stérilet étant bien changé, là aussi, ce n'est pas mon sujet, mais je l'évoque comme ça, comme contexte, ce qui se passe dans nos différents pays. Bon, changement de gouvernement en Pologne, les femmes rêvent qu'on revienne sur les interdictions effroyables de l'avortement en Pologne de toutes ces dernières années. Changement de gouvernement en Argentine, elle venait juste d'obtenir la loi pour l'avortement en 2020, etc.
Donc c'est ce que j'appelle, puisque moi j'aime pas fonctionner en termes de progrès, recul en arrière, backlash, tout ça, non. Je dis les droits des femmes sont réversibles. Parce que c'est un droit politique, l'avortement. Et ça, toutes les campagnes américaines le montrent. Et vous savez ce qui se passe aux États-Unis, bien que l'Ohio vienne de voter contre le fait d'empêcher l'avortement. Les féministes américaines sont toutes contentes, enfin, ça se renverserait peut-être dans l'autre sens. Mais ce qui s'est passé depuis 2 ans est terrifiant. Et les conséquences concrètes des femmes, et notamment évidemment des moins aisées sur le plan économique, c'est absolument terrible. Donc si vous voulez, l'avortement est un droit et donc le nouveau gouvernement argentin, évidemment se dit que tout ce qui s'est passé là en 2020, c'est peut-être pas très bien. Donc voilà à nouveau les amis d'Argentine qui risquent d'être en difficulté. Donc, au fond, on a reconnu ce droit. Ce droit est fragile. Et ce droit est... deux choses. Ce droit est politique. Il est politique, moi je m'en suis rendu compte il y a longtemps déjà, peut-être quand Hillary Clinton, d'une part aux États-Unis, Dilma Rousseff d'autre part au Brésil, ça remonte déjà à un certain nombre d'années, se sont servis de la question de l'avortement pour se positionner, plutôt pour être un petit peu plus timide qu'elle n'aurait voulu l'être, je pense, par rapport à des électeurs. Donc c'est une affaire politique. C'est comme quand je disais tout à l'heure le viol, arme de guerre et non pas dommage collatéral. Ben, l'avortement, c'est pas seulement, que nous disait Marine Le Pen, déjà il y a quelques années, j'avais fait une chronique là-dessus, un confort, quoi. Ah oui, c'est une pratique de confort. Non. Alors, juste un dernier point sur ce premier corps, qui est celui de l'habeas corpus, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous le savez sans doute, le président de la République a décidé d'inscrire dans la Constitution une version qui est celle du Sénat et non pas de l'Assemblée nationale à propos du droit à l'avortement. Donc, il y a 1 an, le Parlement avait donc réussi une formulation qui notait l'effectivité et l'égal accès au droit pour changer la Constitution ou introduire cette thématique dans la Constitution. Le 8 mars, après 1 an et demi d'attente, le gouvernement avait décidé d'honorer Gisèle Halimi, dont le rôle a été très important pour la loi 75, c'est-à-dire 1 an et demi, quand parfois il lui faut 8 jours pour honorer X, Y ou Z. Là, il lui a fallu 1 an et demi, et a annoncé qu'ils s'intéressaient à la formulation du Sénat, qui est les conditions d'exercice de la liberté. Alors, effectivité et accès au droit, conditions d'exercice de la liberté. On passe du droit à la liberté. C'est toujours cette histoire. Là encore, je sais que je parle à des gens qui sont plus savants que moi sur ces sujets-là, mais cette opposition entre droit et liberté m'inquiète. Et je cherche à la formuler précisément, je vais vous dire comment. D'abord, les conditions d'exercice de la liberté, mais attendez, alors on pourra peut-être en faire des choses différentes, hein, des plus et des moins. Sauf que moi, c'est pas ça qui m'a retenu. Ce qui m'a retenu, c'est qu'il était expliqué dans un article que cette formulation, donc qui ne parle plus de droit fondamental. Nous-mêmes, donc, quand j'étais au Parlement européen, il y a eu la Charte des droits fondamentaux en 2000, et on avait essayé de faire rentrer la question de l'avortement, on n'avait pas réussi. Mais la question était déjà posée en termes de droit. Donc là, des conditions de la liberté. Donc ça nous serait à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme, définissant la liberté. Mais comment on définit la liberté? La liberté, c'est consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Très bien. Sauf qu'il y en a qui pensent qu'un embryon, c'est un autrui. Donc moi, j'ai peur. Alors, vous avez l'air d'approuver, donc c'est peut-être que je ne dis pas des bêtises, malgré mon savoir limité en sciences du droit, mais voilà ce que je pense. Les conditions de la liberté. Ah ben attendez, mais c'est un débat qu'on a dans plusieurs pays du monde, en Hongrie, etc., disant que l'embryon ou le fœtus sont des êtres, donc autrui. Donc il me semble que ça pose un problème. Voilà, je termine sur cette note négative, c'est dommage, j'avais commencé avec l'habeas corpus, qui était quand même une note très positive, sur cette partie-là, mais ça me... Voilà, et c'est ce que notre président voudrait faire ce mois-ci, faire entrer dans la Constitution. Alors,
Deuxième point, ce que j'appelle le corps, j'ai tout de suite rapidement, au moment de MeToo, appelé ce qui se passait le corps collectif. Pourquoi? Parce que même si nous nous sommes mobilisés pour obtenir le droit à l'avortement, le changement de la définition du viol, c'est un débat qui continue, la définition, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, parce que la France ne définit le viol que par contrainte, violence, etc., tandis qu'un certain nombre de pays européens le définissent aussi par la question du consentement. Donc il y a un débat qui est mené aussi au Parlement européen sur le fait que pourquoi la France n'introduirait pas aussi le terme consentement. Moi-même, je suis partagée, même si j'ai soutenu cette position, puisqu'on m'a demandé de le faire, parce que je pense que la question de la contrainte et de la violence est aussi importante. Donc là, on est en plein débat. Comment définit-on, sur le plan international, le viol? Même si on le définit comme un crime, on est d'accord, mais maintenant, le contenu du crime, on est en plein dans cette question-là. Donc, j'avais oublié de dire ça par rapport à Albascore. Le corps, mais c'est parce que je passe à MeToo, et le corps collectif. Alors, le corps collectif, c'est le fait que si elles ont dit « moi aussi », c'est-à-dire MeToo, les femmes actrices, détentrices d'un pouvoir économique et social pour pouvoir prendre la parole, je tiens beaucoup à cela. Pourquoi la parole n'a pas été prise avant? Parce que moi, libération de la parole, non, je ne peux pas, je n'ai plus poubelle. Pour moi, c'est poubelle. On n'a pas... Qui a libéré la parole des femmes? Non, non, mais quoi, un grand Manitou, un dieu? Non, non, les femmes ont pris la parole. Je ne comprends pas que cette expression libération de la parole plaise à tout le monde. C'est extrêmement négatif. C'est presque insultant. On vous a libéré la parole? Non. Non, moi, je ne peux pas. J'ai peut-être tort, mais je ne peux pas. Donc, les femmes ont pris la parole et elles donc, avec des conditions économiques et sociales fortes, donc des actrices, Hollywood, etc. C'est absolument remarquable. Laissons tomber la question réseaux sociaux, etc. C'est MeToo, moi aussi. Moi aussi, j'ai dû passer à la casserole pour pouvoir avoir un poste. Moi aussi, j'ai dû faire ceci, moi aussi. Donc, c'est ça que j'appelle le corps collectif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce que j'ai appelé l'habeas corpus? Tout de suite, il faut se réfléchir. C'est qu'on a obtenu la propriété de notre corps, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays du monde, et ce qui n'était pas notre cas, c'est tous les acquis progressifs de ces 2 derniers siècles de démocratie et de république, qui fait qu'on a récupéré des droits physiques qui ne sont pas seulement celui de la reproduction. Hein, c'est-à-dire, voilà, je ne vais pas rentrer là, ça m'emmènerait trop loin, je vais continuer. Donc, on a obtenu la propriété de son corps, mais ça n'a pas supprimé la possession. Je distingue donc propriété et possession. Et notamment, donc voilà, ça c'est le premier point. C'est très bien dit dans Molière, hein, d'ailleurs, dans un autre texte. C'est-à-dire on peut être propriétaire de son corps, mais être possédé. Le viol, c'est de la possession. Mais aussi, dans les féminicides qu'on a commencé à exprimer la réalité publiquement, c'était combien il y en a où c'est une femme qui a cessé une histoire conjugale, sexuelle ou autre. Et le problème, c'est que ça sera discuté ça aussi, mais je vais passer vite là-dessus. Mais je la possédais, elle n'a pas le droit de partir, elle n'a pas le droit de me mettre dehors. Je la possédais. Et j'ai remarqué à quel point c'est différent des histoires où une femme part pour un autre homme. Là, anthropologiquement, j'appelle les anthropologues l'échange des femmes. Ça colle. C'est supportable. Si une femme passe d'un homme à un autre homme, j'ai encore quelqu'un proche de moi dans ma campagne de vacances qui m'a dit elle est partie. Si elle part pour quelqu'un d'autre, ça va. Mais si elle part pour personne, ça va pas du tout. Bon, il ne l'a pas tuée. Mais j'ai eu l'exemple sous les yeux. Donc, c'est l'anthropologie. Ça, ce que j'appelle Lévi-Strauss et ses descendants, c'est l'échange des femmes. Une femme est quelque chose qui s'échange. Elle peut être propriétaire de son corps, mais un homme peut la posséder. Voilà. Donc, je distingue les deux. Et c'est ça qui se passe avec le corps collectif. Et vous, si vous observez maintenant, quand vous entendez parler, vous lisez une information sur les féminicides, regardez la situation. Combien d'hommes sont revenus parce que elle n'était pas partie ailleurs, mais il fallait que ça s'arrête. Quelque chose devait s'arrêter. Et ça met en cause la possession.
Ça met en doute la possession. Voilà, premier point. Deuxième point, encore plus intéressant, à mon avis, c'est j'ai eu la chance d'obtenir, c'était en 2010, la traduction d'un livre qui marche bien d'ailleurs, d'une américaine, enfin pas seulement américaine, mais bon, on va la dire, enfin, en langue anglaise en tout cas, Carole Patman, qui s'appelle Le contrat sexuel. C'est un livre que je voulais faire traduire quand j'avais fait un long séjour aux États-Unis dans les années 90, et aucun éditeur n'en voulait. Et puis finalement, grâce à l'Institut Émilie du Châtelet, qui est un institut de recherche féministe qui est encore là et qu'on a créé il y a une bonne dizaine d'années, un peu plus, on a eu l'argent pour le faire et j'ai donc proposé cela et je m'en félicite et ce livre a du succès. Qu'est-ce que le contrat sexuel? Moi j'avais trouvé ce livre totalement passionnant quand j'avais donc trouvé en librairie à l'époque parce qu'elle dit sous le contrat social il y a un contrat et il n'est pas explicite. Depuis Hobbes, Locke et d'autres. Donc ce livre a d'ailleurs été réédité là parce que voilà, je suis très contente, il est à la découverte. Parce qu'elle explique qu'en fait, la pensée du contrat social, c'est ce qui va rompre avec la pensée de la monarchie, c'est-à-dire d'un patriarcat, où effectivement la question du droit paternel est là. C'est pour ça que moi j'ai toujours eu du mal avec le mot patriarcat d'ailleurs, mais parce que le droit des pères, on n'est plus vraiment dans le droit des pères aujourd'hui, on est plutôt dans le droit des frères. C'est-à-dire de nos égaux, entre guillemets, sur le plan imaginaire en tout cas. Donc, elle dit, quand on pense le contrat social, on va faire abstraction de la place des femmes, donc quelque chose de la filiation paternelle se démonétise, alors que la possession, effectivement, la propriété et la possession, à l'époque il y a propriété et possession, va être un non-dit du contrat social. Donc le patriarcat, si on veut en faire un terme générique et global, on le garde, mais c'est plus du tout sous la même forme. C'est pas sous la forme de cette filiation paternelle. Donc à partir de là, ça devient, c'est comme si c'était un socle qui est sous le contrat social, mais dont on ne parle pas vraiment. Pour ma part, je m'y étais attelée autrement quand j'avais fait la suite de Muse de la Raison, un livre que j'avais fait donc sur la démocratie exclusive et les lendemains de la Révolution française, un livre que j'ai intitulé Les deux gouvernements. Donc je vais prendre un exemple à moi plutôt qu'à elle. Quand je fais cette suite-là, c'était quel est le rapport entre la famille et la cité. Sous l'Ancien Régime, vous avez le gouvernement domestique et le gouvernement civil et politique. C'est du père au roi, la conséquence est bonne. Mais si vous passez en démocratie, d'abord du père à la République, la conséquence n'a pu être bonne du tout. Et en revanche, l'inverse ne peut pas être vrai, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre la démocratie pour qu'elle rentre dans la famille. C'est-à-dire de la République, de la Res Publica à l'intérieur de la famille, on va faire rentrer l'égalité. J'ai du mal à dire ce mot, non, c'est pas possible. Donc, on va séparer le gouvernement domestique du gouvernement civil et politique. C'est dit très clairement dans Rousseau, contrat social. C'est un sophisme de comparer le gouvernement domestique et le gouvernement civil. Ben oui, c'est un sophisme. Parce que, et à ce moment-là, il va pouvoir dire les femmes sont la précieuse moitié de la République. C'est précieux le mot le plus important, dans la moitié de la République. C'est-à-dire qu'elles vont élever les enfants pour faire de bons citoyens, etc. etc. Donc, ces démocrates vont, sans le dire, c'est pour ça que j'ai parlé de démocratie exclusive, être obligés de séparer. Si on instaure démocratie et république, alors il faut, de manière sous-entendue, enlever la participation féminine. Tandis que quand on était du père au roi, la conséquence est bonne, ben vous avez le roi et vous avez le père et tout ça. Montesquieu, alors là, je vous renvoie pour le coup avant, donc à Montesquieu qui explique ça très bien. Donc voilà, donc, pour en revenir à Carole Patman, elle dit il y a contrat sexuel sous contrat social. Et vous l'aurez sous diverses formes, parce que là je vous parle de Rousseau et je vous parle des gens d'avant les années 1800, mais prenez Proudhon. Alors, Proudhon, on va vous dire qu'il est misogyne. Que l'anarchiste, bon cet anard, maintenant, il n'est pas du tout misogyne, enfin si.
Mais c'est pas ça la question. C'est qu'il n'est pas... Alors, il peut dire du mal des femmes, ça, certes. Il est là au moment de la construction de l'international, du marxisme, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit ce qui se passe dans la famille, donc ça fait bien suite à Rousseau et à Aristote, si on va aller chercher loin. Ce qui se passe dans la famille, c'est une union, c'est pas une association. Les travailleurs, ils s'associent. Confère Fourier, bien avant. Mais dans la famille, c'est une union. Et cette union incarne la justice et la hiérarchie des femmes, et la hiérarchie et l'inégalité. Donc c'est sur la base de ce qui se passe dans la famille que les ouvriers vont pouvoir se battre. Et l'anarchisme et la pensée révolutionnaire se mettre en place. Donc c'est tout ça, c'est intéressant pour nous. Pourquoi j'insiste un petit peu? Parce que depuis le confinement, on est beaucoup sur ces questions famicité. Je trouve ça très intéressant. Il va se passer des choses par rapport à l'emploi, par rapport à plein de choses. Donc je trouve ça très intéressant. Mais là, si vous voulez, tout est dit. Donc il faut... Les démocrates vont tenter, et ça va durer 2 siècles, de faire rentrer l'égalité dans la famille. Et on en est là, en 2000. Pas en 2023, en 2000, on en est là. C'est-à-dire qu'on a eu les droits civiques, les droits civils, c'était rappelé, mais les droits économiques des femmes, c'est terrible. Hein. Le carnet de chèques, c'est 1965, libre disposition de son salaire, enfin bon, ça prend le siècle. Donc les droits civils, ça va fonctionner, tester, tout ça. Il y en a qui vont sortir au début de la Troisième République, puis il y en a pendant tout le XXe siècle. Vous avez les droits civils qui arrivent tardivement en France et bien avant dans d'autres pays, parfois 20 ou 30 ans plus tôt dans d'autres pays européens, mais bon, oublions. Et puis, vous avez les droits économiques, ça c'est l'Europe. Traité de Rome, 1957, c'est là que commence, ce qui fait qu'on pourra faire 2 directives en 75 et 76. J'ai quand même quelques connaissances du coup, par ma propre cette pratique que je minore. C'est les directives pour l'égalité économique, c'est 75-76. Les lois d'Yvette-Roudy de 1983 sont simplement la transposition des directives européennes qui n'avaient pas été transposées par Giscard d'Estaing. C'est ça l'histoire. Elles sont transposées par Yvette Roudy. Puis elles seront révisées quand je serai au Parlement d'ailleurs, etc. Donc droits économiques. Et ça vient de l'Europe. Quels que soient les critères. Moi, j'ai jamais pu m'empêcher de rappeler que c'est l'égalité économique, comme la parité d'ailleurs, ça vient de l'Europe. Hein, et c'est l'Europe qui a insufflé des mouvements ou des pressions, en France notamment par exemple. Et puis les droits familiaux. Mais les droits familiaux. Le partage de l'autorité parentale, 70. La transmission du nom, 2000 et quelques, etc., etc. Les droits familiaux, c'est après 70. Je parle de la France, là. On pourrait après regarder d'autres pays, mais je n'ai pas cette compétence. Donc voilà. Ça, si vous voulez, c'est pour dire à quel point MeToo, c'est le corps collectif qui arrive et qui dit, bon, on est là. On est là, et l'organisation sociale, c'est un peu le bilan des 2 siècles dont je viens de vous parler quelques instants là, et c'est aussi cette prise de parole qui dit on ne se taira plus. Et ce que je trouve très passionnant dans cette affaire, qu'on a vu dès le début, dès octobre 2017, et moi j'ai été très sollicitée puisque j'avais donc publié en 2007 sur le consentement, donc je me suis trouvée prise dans le flot des débats, c'est, si vous voulez, c'est ce nous collectif d'une part, et c'est l'idée que ça peut traverser les frontières. Par rapport à la question de l'universalisme, petite parenthèse, c'est bien intéressant. Parce que moi j'ai repéré MeToo la Mecque il y a quelques années. Les MeToo vont, avec plus ou moins de succès, sortir comme ça dans des endroits inattendus. Et c'est très étonnant parce que cette question du corps collectif a effectivement franchi des frontières. Moi je me souviens avoir été dans un colloque aux États-Unis justement peu de temps, en octobre 2017, c'était un peu international, il y avait une ancienne ministre du Sénégal qui a dit ben oui, et alors ben oui, ça va arriver au Sénégal. Ben, alors après, ce qui se passe en Afrique, à voir. Mais il y a eu des MeToo africains, droite à gauche, etc. Donc c'est intéressant de voir que par rapport à nos constructions, comme je viens de la voir là, très franco-françaises, très européennes, très occidentales, on voit que ce corps collectif traverse les frontières. Avec plus ou moins de succès, on est d'accord.
avec tous les avantages et inconvénients sur lesquels je ne vais pas revenir moi aujourd'hui, mais qu'on pourrait évidemment développer depuis ces 5 ou 6 ans. Mais c'est important de voir que ce collectif n'est pas le collectif ce corps collectif, ça veut dire autre chose qu'une mobilisation collective. Ça veut dire que nos corps subissent sont pris dans le même, pour ça, parler du contrat sexuel, sont pris dans la même configuration d'organisation sociale et politique, notamment famille-cité, mais pas seulement. Et donc, c'est un corps collectif. Et c'était ça la force de MeToo, bien plus importante que de dire « Oh, regardez, c'est à cause des réseaux sociaux qu'elles disent « Moi aussi », etc. Non, ça, c'est pas d'un niveau assez sérieux. C'est bien plus important ce qui est en train de se passer là, qui était donc, et j'insiste, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, c'est le passage de la propriété à la possession. Je suis propriétaire, mais je peux être possédé. Et ça, c'est difficile. C'est difficile car, si vous voulez, juste un mot sur ce que c'est que ce qu'on appelle le biopouvoir depuis Michel Foucault, et que Giorgio Agamben, le philosophe italien, a repris en critiquant l'habeas corpus, justement, parce qu'il dit que c'est comme ça qu'on est passé de Zoé à Bios, c'est-à-dire du corps espèce au corps politique. Et qu'en passant du corps espèce au corps politique, donc de Zoé à Bios, à ce moment-là, ce corps politique va être sous le regard des États d'aujourd'hui. On ne va pas se faire un dessin, hein, quand on pense il y a 3 ans au début du confinement, où on s'est trouvé soumis au biopouvoir de manière absolument exceptionnelle. On n'aurait pas imaginé à quel point on pouvait être... Et là, il y avait un check news de Libération que je lisais dans le train, ou une check news, donc une fausse nouvelle, disant que Paris allait demander qu'on s'inscrive pour circuler dans Paris pendant les JO. Donc on est dans le biopouvoir. Et ce biopouvoir, c'est à la fois le corps estimable et le corps sacrificiable. Parlons des guerres ou des génocides de notre époque. Donc, la question de savoir si cet habeas corpus arrive à temps, moi j'ose parler d'habeas corpus pour parler de contraception et avortement à la fin du XXe siècle, et maintenant, c'est quand même étonnant au moment où les philosophes s'interrogent sur le biopouvoir, ont peur du biopouvoir, sans doute à juste titre, ça résonne très fort pour nous avec les années qu'on vient de vivre, et pourtant, c'est essentiel d'être sorti de la question maîtrise, contrôle, etc., de ces mots un peu ambivalents, intermédiaires, etc. On ne sait pas qui contrôle qui, c'est comme la parole libérée, hein. Donc là, moi, je suis un peu exigeante, et ça me fait dire, et ce sera pour conclure ce deuxième point, que la question du féminisme, c'est aussi parfois une question du contretemps politique. Et ça, j'aime bien réfléchir là-dessus. Est-ce qu'on est dans le même temps? Vous voyez, ça me renvoie, moi j'avais commencé à penser ça au moment du marxisme, bon, de ma jeunesse d'une part, mais aussi du 19e siècle, quand il a été question de faire la révolution, critique du capitalisme, Marx, etc., et que nous étions, nous les femmes, une contradiction secondaire. C'est depuis la contradiction secondaire, je m'en suis jamais remise, je crois, parce que nos camarades dans les amphis nous la balançaient souvent, que donc il fallait qu'on fasse la révolution avec eux. Et puis après, bien sûr, dans les lendemains de la révolution, il y aurait les droits des femmes. On l'a jamais cru. Plus tard, après, faites avec nous et après. Ben non. Et donc m'est venue cette idée qu'on était souvent dans le contretemps. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on tienne cette position du contretemps. Oui, désolé, je continue à dire habeas corpus alors que la question du biopouvoir est une vraie question civilisationnelle en ce moment. Donc j'accepte le contretemps. Parce que l'habeas corpus, ça a quand même 300 ans d'âge. Hein. Donc je l'accepte, ce contretemps. Voilà, ça c'est ma conclusion du deuxième point. Et troisième point, il me reste encore un petit peu de temps. Oui. Troisième point, c'est ce que j'appelle l'appropriation du corps. Alors, l'appropriation du corps représenté. C'est-à-dire ce qui s'est passé en art, dans l'histoire de l'art. Je viens de juste un petit retour en arrière, quand j'ai écrit Muse de la raison, donc qui est sur la démocratie exclusive, non pas démocratie excluante, mais démocratie exclusive,
C'est-à-dire on fait comme si tout le monde était invité au banquet de la démocratie, mais seuls les hommes s'assoient à la table. Les femmes peuvent servir. J'ai vu ça dans certains pays du monde. Donc j'ai gardé cette image en tête. On est bien tous invités, mais on n'aura pas les mêmes places. C'est la démocratie exclusive. Hein, c'est pourquoi l'article 7 du Code civil dit « est citoyen toute personne jouissant de l'ensemble de ses droits civils ». Sauf que les femmes n'en jouissent pas de l'ensemble de leurs droits civils, donc elles ne sont pas citoyennes. Mais je n'ai pas besoin de dire qu'elles ne sont pas citoyennes. Il suffit de dire qu'il faut jouir de l'ensemble de ses droits civils pour être citoyen. Voilà, ça c'est le Code civil napoléonien. Donc c'est la démocratie exclusive. Et quand j'ai travaillé cette question-là, de voir par quel mécanisme les lendemains de la Révolution française allaient écarter les femmes, ou maintenir la hiérarchie, ou résister à l'émancipation des femmes, si vous voulez, ce qui est apparu, c'est deux choses, c'est le pour toutes et le pour chacune. Bon, le pour toutes, non, elles ne vont pas devenir citoyennes. Hein, je répète que le divorce, c'est de la démocratie domestique pour de Bonald, donc vous imaginez, si la démocratie rentre dans la famille, c'est ce que je l'ai expliqué aussi brièvement en évoquant Rousseau tout à l'heure. Donc, et puis, il y a le pour chacune. Et j'avais trouvé ces deux scènes primitives, ces deux scènes, si vous voulez, fondatrices des lendemains de la Révolution française. Et la deuxième scène, le pour chacune, c'est « tu n'as pas le droit d'être poète, c'est moi le poète. Toi, tu es la muse, moi, je suis le poète. Tu couches avec moi la nuit, mais c'est moi qui écris les vers. Donc tu m'inspires et j'écris. » C'est une dispute entre une femme, Constance de Sales, que j'aime beaucoup. 24 heures d'une femme sensible, c'est elle qui l'a écrit, de temps en temps elle ressort aussi aujourd'hui, et un poète dont on a oublié le nom, et Couchard le Brun. Donc, le pour toutes et le pour chacune. Donc en gros, on va leur dire, inspirez mais n'écrivez pas. Je cite, citation. Inspirez mais n'écrivez pas. Voilà ce que ça veut dire. Donc inspirez mais n'écrivez pas. Que vont faire les femmes qui, par ailleurs, sont quand même des créatrices depuis toujours, mais pas nécessairement reconnues, pas nécessairement admises dans les institutions, plutôt protégées parfois. Artemisia Gentileschi, quand même, c'est familial, et ça aide quand on est la fille d'artiste, etc., etc. Donc il y a plein de possibilités, mais c'est pas conçu comme pouvant être un droit, donc pour chacune, c'est-à-dire pour toutes, possiblement pour toutes. Donc pour toutes, ça veut dire que tout le monde sera citoyen. Pour chacune, ça veut dire si vous voulez devenir artiste, vous pouvez. Donc c'est aussi du pour toutes, mais tout le monde ne va pas être obligé de devenir artiste. Donc à ce moment-là, ce qui va se passer donc, continuellement, c'est ce débat sur Muse Génie qui est maintenant bien connu et bien recensé dans plein de travaux d'aujourd'hui, et j'en suis bien contente. Mais à l'époque, quand je m'occupais de ces choses-là, on était un peu solitaire. C'est comment on va donc non pas s'approprier le corps en disant mon corps m'appartient, mais se réapproprier son corps. Alors, je vais prendre des exemples assez simples sur la fin du 19e siècle. Pardon. Un exemple très simple, vous êtes à Toulon, donc c'est un peu loin de Metz, mais peut-être vous êtes allé à l'exposition de Suzanne Valadon, qui se tenait à Metz cet été, qui est à maintenant à Nantes, je crois, vous arrivez à Nantes, tout ça c'est un peu loin de Toulon, mais c'est une grande artiste, femme, qui est modèle pour tous les grands peintres de la fin du 19e, et bien qui va devenir artiste. C'est-à-dire qu'elle est modèle, elle est déjà un peu artiste. Hein, donc Toulouse-Lautrec et d'autres, deux gars, elle discute avec eux, elle est aussi leur amante, enfin tu sais, Toulouse-Lautrec surtout, et tout, Eric Satie même. Femme remarquable, et dont les peintures sont absolument remarquables, et elle va passer de la position de modèle à artiste. Donc de la position d'objet à sujet. Voilà le troisième corps dont je voulais parler, c'est quand on passe de la position d'objet à sujet. Et là, c'est très clair, je vais prendre l'exemple de Suzanne Valadon, parce que, alors c'est drôle parce qu'elle sera aussi mère de Maurice Utrillo, peintre, mais vous avez plus connu Maurice Utrillo que Suzanne Valadon. Rien d'étonnant. Voilà. Maintenant, autre chose, deuxième chose. Donc, elle devient artiste, elle ne sera plus modèle. Eric Satie, il lui fait une œuvre parce qu'il est tellement malheureux quand elle le quitte et tout. Donc c'est quand même une femme qui prenait de la place. Donc le corps à ce moment-là, qu'est-ce qu'on en fait?
C'est ça qui m'a intéressée chez cette femme et chez quelques autres artistes du XXe siècle. Qu'est-ce qu'on en fait? Si je deviens artiste alors que j'étais modèle, peut-être je vais représenter le corps aussi. C'est-à-dire que le corps va devenir mon objet de travail. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est un aparté, parce que je vais continuer autrement, c'est est-ce que je vais représenter le corps nu? Ben oui. Début du XXe, Suzanne Valadon se peint avec il était à l'exposition Elle à Pompidou il y a quelques années. C'est donc, je pense, ça peut être au centre Pompidou. Elle se représente les seins nus. Autoportrait aux seins nus. Il y a une autre femme qui fait la même chose au même moment, une Allemande, Paula Modersohn-Becker, qui va aussi se représenter, un petit peu avant d'ailleurs Suzanne Valadon, 1900, je n'ose plus vous dire la date exacte, je ne sais plus si c'est 7 ou 5 ou 7, aussi autoportrait aux seins nus. Donc voilà des femmes qui prennent la liberté de devenir artistes, et pour Suzanne Valadon d'avoir été modèle, et qui se disent, je peux moi aussi me représenter, pendant que les autres hommes me représentaient nus, moi je peux me représenter nue aussi. Suzanne Valadon fera énormément de nus, très intéressant d'ailleurs. Moi je regardais surtout sur le visage des nus quand je suis allée à l'exposition à l'Est l'autre jour, enfin il y a, en septembre, c'est que c'est le visage des personnages nus qu'elle représente. Elle va représenter aussi des hommes, notamment l'homme avec qui elle refera sa vie, etc. Mais surtout, c'est l'idée que non seulement on s'approprie une place, mais on s'approprie un objet qui, dans l'histoire de l'art, tenait une certaine place. Et ce qui m'a frappé, parce qu'il y avait eu une exposition il y a quelques années au musée du Luxembourg sur les femmes peintres de 1780 à 1830. Je ne me souviens plus du titre de l'exposition. C'est très intéressant parce que les femmes qui étaient représentées là, c'est une très belle exposition, elles étaient représentées en général dans l'autoportrait de la femme qui est en train de peindre dans son atelier. Donc je me dis, en un siècle, on a d'un côté ces femmes qui s'autorisent à peindre en 1800, mais elles ne vont pas se représenter nues en 1800. Ça ne marche pas. Mais elles se représentent dans le travail, donc dans la place d'artiste, comme artiste. Mais 100 ans plus tard, celle qui a pris la place d'artiste peut aussi se représenter comme l'objet de ce qu'elle peint. Alors je trouve ça vraiment intéressant, c'est mon troisième corps, à vous imaginer si on suivait toute l'histoire du XXe siècle. Et c'est très intéressant parce que les femmes artistes, notamment, prenons par exemple celle de la deuxième moitié du XXe siècle, là je saute, je vais un petit peu vite, mais il y a eu ce tournant fort, donc je prends Suzanne Valadon pour Modersohn-Becker comme exemple, mais après la Seconde Guerre mondiale, vous allez avoir finalement les femmes vont s'approprier leur corps aussi parce que c'est leur premier modèle. Ça c'est Esther Ferrer, qui est une artiste contemporaine, qui me l'a dit, et qui a travaillé avec ça, c'est-à-dire elle prend, c'est son corps qu'elle utilise pour pouvoir travailler. Parce qu'au fond, comment trouver des modèles? C'est pas si simple pour une femme artiste. Et puis après, on peut démultiplier. Martha Wilson, qui maintenant commence à être de plus en plus connue, et je suis contente d'avoir aussi accompagné à une époque sa venue en France. Martha Wilson, avant même Cindy Sherman, elles vont se représenter de mille et une façons. Visage, corps, etc. Et elles vont démultiplier les possibilités. Donc on n'a plus seulement, disons, des femmes qui hésitent à la place comme Claude Cahun, donc Claude Cahun, photographe des années 30, qui est un très très grand artiste et qui va représenter surtout son visage, le visage de sa compagne, et là ça bouge. Mais après 45 ou après 50, le corps des femmes artistes va devenir un objet possible d'entrer dans l'histoire de l'art. Pas seulement, mais aussi celui-là. Et par exemple, vous avez Orlan. Orlan, par exemple, qui va faire l'origine de la guerre en prenant l'origine de Courbet et en mettant un sexe masculin à la place du sexe féminin. Mais vous avez dans la même veine l'artiste Déborah de Robertis, qui est plus jeune, qui, elle, ouvre son sexe devant l'origine du monde de Courbet dans le musée d'Orsay pour dire « moi, c'est moi qui vous regarde maintenant ». On me regardait, mais maintenant, c'est moi qui vous regarde. Et c'est intéressant. Elle le fera au moment des Gilets jaunes aussi, dans une descente pas son sexe, mais ses seins
comme face aux policiers qui arrêtaient les gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Je le cite parce que c'est bien, parce que dans le livre qui vient de sortir, Des voyages de l'art de Jacques Rancière, il commente aussi cette image, et c'est très intéressant, c'est-à-dire que son corps va être un outil politique. Mais aussi, quand on repense à ce qu'elle a fait avec ce que j'appelle moi le sexe qui regarde, en se mettant devant l'origine du monde de Courbet, donc pour éventuellement quelques très 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 jeunes qui ne sauraient pas ce que c'est donc le sexe ouvert, sans tête, d'un corps féminin que Courbet peint 1860 quelque chose, donc voilà, et qui fait jaser beaucoup, qui va donc d'ailleurs être pris dans une exposition à Metz à nouveau bientôt. Et donc cette idée, donc d'une part, de faire un geste politique avec le corps, artistique, et d'autre part, d'interroger l'histoire de l'art. Et c'est ça que je trouve intéressant, par exemple, chez Deborah Robertis, c'était d'interroger l'histoire de l'art. Qu'avez-vous fait? Et donc, se déplacent des choses. Et je trouve ça très intéressant, c'est ce que j'ai appelé dans pas mal de mes textes, le dérèglement des représentations. Donc, cette appropriation du corps représenté, donc dans l'histoire de l'art, permet de dérégler des choses dans l'histoire de l'art elle-même. Ici, ils ne sont pas trompés, hein, les peintres, parce qu'ils s'en sont rendus compte, hein, quand je crois que c'est Picasso qui peint pourtant Dieu sait s'il est vilipendé en ce moment pour son machisme XXL, mais il peint la muse en train de peindre pendant que lui, l'homme, est en train de dormir, donc c'est l'inversion des rôles, la muse qui dort, le peintre qui s'embarrasse, etc. Donc ils ont bien entendu qu'il se passe des choses, c'est ce que j'appelle la lucidité, soit celle des philosophes, soit celle des artistes, et voilà. Et donc on a cette idée que ce qu'on va faire du corps, parce qu'on était obligé peut-être parce que d'abord on a voulu occuper la place, je dirais Suzanne Valadon, parce qu'on est obligé de se servir de son corps pour avoir des outils, ça sera toute la deuxième moitié du XXe siècle. Alors moins maintenant peut-être, elles ne font pas que ça les femmes artistes, hein, je ne suis pas du tout en train de dire ça, attention, mais simplement cette présence du corps démultiplié, que ce soit Cindy Sherman, Martha Wilson et beaucoup d'autres, elles vont le montrer le corps sous toutes ses formes. Et elles vont jouer avec des avatars, elles font des avatars sans cesse. Donc ça c'est très intéressant. Alors c'est d'autant plus intéressant, et peut-être je vais conclure là-dessus, oui, et ça j'aurais pas le temps de le développer assez, mais c'est que le corps des femmes, c'était aussi la représentation de la vérité. C'est la vérité est représentée par un corps féminin de façon allégorique. Sauf que ça se complique à la fin du XIXe siècle, donc ça c'est une petite encart finale sur la philosophie, quand Nietzsche par exemple commence en disant « si la vérité est femme ». Ah oui, parce que la vérité c'est un problème quand même chez Nietzsche, ça se travaille dans tous les sens et c'est d'ailleurs passionnant. Mais la vérité était femme, mais est-ce qu'elle l'est encore, la vérité? Ou est-ce que les femmes sont la vérité? Donc au moment où les femmes s'approprient leur corps, les femmes artistes à la fin du XIXe, se joue en parallèle un débat sur le fait que l'allégorie de la vérité n'est peut-être plus un corps féminin. Parce que la métaphysique se casse la figure, ou pas, ça dépend de ce qu'on lira au XXe siècle, etc. Donc ça c'est aussi très intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant, et ça sera vraiment ma dernière image. Donc si la vérité est femme, pas sûr. Et ma dernière image, ça sera une sculpture qui m'avait impressionné quand j'étais tombée dessus, dans l'ancienne école de médecine qui est à l'Odéon à Paris. Et quand on entre dans les comme ça, il y a une statue d'un sculpteur qu'on a publié qui s'appelle Barrias, et c'est une femme qui se dénude le haut du corps, et c'est un dévoilement à la science. Elle se dévoile à la science. Ce qui est intéressant, c'est pas que la nudité soit la vérité de la science, c'est que c'est elle qui se dévoile. Donc c'est la femme qui fait le geste de dévoiler son corps devant la science. Non, je ne vais pas développer la citation.
Je vais simplement dire, je voulais dire merci à Geneviève Fraisse parce qu'elle m'a permis de mettre des mots sur une histoire familiale. Très très difficile, que je n'arrivais pas à comprendre. Maintenant j'ai compris que, au fond, tout n'est que corps. On va partir de la mère. La mère, voilà, en 1940, elle a 20 ans. Elle a 20 ans et elle n'a pas fait d'études. Elle fait partie d'une famille bourgeoise mal éclairée, si je puis dire. Et elle n'a pas fait d'études parce qu'on a trouvé que le savoir, pour les filles, c'était pas vraiment important. C'était pourtant ce qu'elle avait envie de faire. Donc, elle a 20 ans, elle tombe amoureuse. Paf. Bon. Et puis, elle tombe, encore une fois, enceinte. Paf. Bon. Et on ne peut pas supporter dans les familles ce qu'on appelait autrefois les filles mères. Et donc, on la marie. Et elle passe directement de l'autorité du père à l'autorité du mari. Donc, elle passe d'un homme à un autre homme. À cette époque-là, pas de contraception, pas de droit à l'avortement, des grossesses qui s'enchaînent, et on fait du tricot, en tout cas on se sert d'aiguilles à tricoter, pour bien autre chose que faire du tricot. Et donc on sort de là mutilé le plus souvent. Et puis sous ce contrat social, contrat de mariage, ce contrat, il y a un contrat sexuel. Et quel contrat sexuel? Quel sacré contrat sexuel! Et donc, elle est seule, finalement. Elle n'a ni écoute, ni aide du corps médical, parce qu'à l'époque, le corps médical ne voulait pas intervenir, ne pouvait pas, c'était contraire à la loi. Mais les femmes vivaient, ou la mère vivait dans une espèce de grande solitude. En plus de ça, elle avait la chance, comme le disait son médecin, d'être très fertile et d'avoir une ménopause tardive. Beaucoup de choses. Quelle chance. Ah, quelle chance, n'est-ce pas? Bon. Donc, elle veut divorcer. Impossible. Pas d'autonomie financière. C'est pas possible. Elle ne peut pas partir. Donc, pas d'autonomie financière, donc on est en plein dans la possession. On n'est pas dans autre chose. Puis le père meurt. Le père meurt et toutes les photos de la famille disparaissent, sont tournées contre le mur. Donc, c'est assez extraordinaire. Premier geste de réappropriation de son corps. Donc, elle dit, voilà, moi maintenant, je ne suis plus ni la fille d'eux, ni la mère d'eux, ni la femme d'eux. Bien. Donc, la mère meurt. Et puis, elle fait une sortie flamboyante, retentissante. Elle décide qu'elle sera enterrée seule. Et donc, elle décide qu'elle sera enterrée seule. Scandale, bien entendu. Mais c'est une sortie flamboyante, je trouve extraordinaire. Parce qu'en fait, là, elle échappait à tout ce qui avait fait sa vie, c'est-à-dire la possession, c'est-à-dire elle reprenait enfin possession de son propre corps. Moi, je n'ai pas il a fallu que je lise Geneviève Fraisse pour comprendre à quel point, si vous voulez, pour mettre des mots là-dessus et pour dédramatiser cette histoire et mettre des mots dessus et des concepts. Voilà. Donc je voulais remercier la philosophe parce que c'est à ça aussi que ça sert à la philosophie. Voilà. Alors, voilà. Merci pour ce brillant exposé, mais il me semble que les choses viennent de loin. Dans le droit romain, le pater familias, c'était quand même quelqu'un. Dans la Bible,
je n'ai plus le texte exact, mais quand saint Paul écrit à Timothée, hein, il y a un verset qui est digne des fous furieux de Civitas. C'est un archaïsme confondant d'il y a 2000 ans, mais que l'on trouve ici. Ensuite, Napoléon, le code Napoléon, lui, il y avait quand même une relation très particulière avec les femmes. Et donc, il me semble que ça vient de loin. Il voulait savoir si, vous avez parlé de Hobbes et de Rousseau, mais il me semble que ça vient d'encore plus loin. La religion catholique a toujours... Il y a un malentendu. Il y a un malentendu. J'ai jamais dit que ça... Non, il y a un malentendu. J'ai bien compris ce que vous venez de dire. Mais il y a un malentendu. J'ai pas dit que ça commençait. Il n'y a pas de... C'est pas du tout ça. J'ai dit qu'il y avait qu'il y avait des déplacements à partir du moment où on pense dans un terme et pas dans un autre. Donc, la question n'est pas de dire qu'il n'y avait pas de patriarcat. J'ai jamais dit ça. Simplement, ce qui se passe avec la question de la démocratie, c'est que ça change épistémologiquement et symboliquement la situation de l'organisation sociale. Et c'est ça dont j'ai parlé, c'est-à-dire de la transformation qui est liée à l'époque moderne, mais pas de 2500 ans d'histoire. Parce que, comme disait Simone de Beauvoir, ça n'a jamais été. C'est là. Donc, mais les formules changent. Et ce que j'ai, évidemment, en une heure, on ne dit pas tout ce qu'on a à dire, mais la question qui se modifie, c'est la question du père, qui n'est plus la même si on est en démocratie que si on est avant. Mais le avant, c'est pas rien, mais c'était pas le sujet de mon exposé. Donc, si vous me rappelez les 2500 ans d'histoire, je veux bien, mais alors on commence on fait le... J'aurais une question. Est-ce que, comme vous avez dit que les droits des femmes sont toujours réversibles, il y a un moyen... J'ai jamais dit toujours. Dans la majorité des cas, il y a un moyen pour essayer de minimiser les effets ou essayer de graver dans le marbre d'une façon. Est-ce que l'Europe, elle pourrait nous aider ou pas? Alors, j'ai jamais dit ni la plupart des temps, ni toujours. Je dis simplement que quand on dit les droits des femmes peuvent régresser, etc., et ce qui est vrai, si je prends deux exemples dans notre histoire récente, d'une part ce qui s'est passé en Afghanistan, où les femmes ont perdu les droits qu'elles avaient acquis en 2000, bon, mais c'est toute une histoire de géopolitique de dingue, mais du coup elles ont tout perdu il y a 2 ans, et l'histoire des Américains où on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait à nouveau des interdictions de ce qu'avait fait la loi pour l'avortement, enfin loi entre guillemets, au début des années 70. Donc, il peut y avoir des réversibilités, mais c'est pas toujours. Simplement, je faisais attention quand j'emploie cette expression à ce que voudraient dire les mots progrès et régret. Je me méfie. On irait vers un univers merveilleux où tout s'arrangerait, parce que depuis 200 ans, c'est vrai que moi je préfère vivre la vie que j'ai que celle des générations qui m'ont précédée. Et c'est ce que disait tout à l'heure ma voisine. Et bien sûr, mais ça ne veut pas dire pour autant que je marche vers des temps merveilleux. Donc moi, je pourrais déplacer la chose, si vous voulez. Je vais le faire dans un instant, mais d'abord, donc les droits des femmes sont réversibles, c'est-à-dire c'est fragile. Mais je suis contre l'idée du progrès et de la régression qui va avec. Et d'ailleurs, backlash, les images qu'on a de vagues, de backlash qu'on a en ce moment, ça ne marche pas parce que c'est mécanique. Ah bon, on a avancé, puis on recule, la vague avance et puis elle recule, non. Le ressac, non. Ça, c'est pas... Moi, je fais de l'histoire. Ou plutôt, je plaide pour l'historicité. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans l'histoire. C'est pour ça que j'avais répondu à monsieur juste avant, que je n'ai parlé que de la période de la démocratie et du contrat social, et pas de ce qu'il y avait avant, qui était bien sûr aussi de la domination, etc., de force. Après, quand est-ce que c'est mieux ou moins bien, c'est compliqué. Et c'est vrai que gravé dans le marbre, oui, bien sûr, c'est ça les débats qu'on a fait avec l'Europe. Hein, c'est de se servir des organisations internationales, etc. Et c'est pourquoi j'ai soulevé la question
de la révision de la Constitution qui mettrait les conditions de la liberté pour l'avortement, parce que c'est quelque chose que je ne suis pas assurée que ça soit solide, contrairement à un droit fondamental. Maintenant, comment dire, ce qui m'importe, c'est que c'est devenu une histoire, c'est rentré dans l'histoire, la question des droits. On a cet exemple sous les yeux en ce moment absolument tragique, qui est l'affaire du Moyen-Orient, mais c'est tragique, sauf que ce qu'on voit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et je le redis, c'est que la question du corps des femmes, différent du corps des hommes, même si le corps des hommes ont été aussi soumis à des exactions effroyables en Israël, néanmoins le corps des femmes a subi des choses très particulières et singulières. Ça veut dire que le débat qu'on a avec les difficultés que les féministes ont à s'entendre par médias interposés là depuis 10 jours, mais c'est extrêmement important, parce que ça veut dire que ça rentre dans l'histoire, au lieu que ça soit quelque chose qui est à part, à côté. Justement, le contrat sexuel qu'on ne voit pas, alors qu'il y a contrat social. Donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, moi je trouve que c'est ça qui est important. Et ce qui est important aussi, c'est quelque chose que je veux dire à propos des femmes iraniennes, puisqu'il en était question aussi toute l'année dernière, quand elles se sont rebellées, Femmes, Vie, Liberté, c'est que, j'ai fait un texte là-dessus récemment, en fait j'ai repris une formule de Charles Fourier. Charles Fourier dit qu'on mesure un degré de société à ce qu'on fait aux femmes. Ça se mesure à la condition des femmes. Ça veut dire que ça fait rentrer cette histoire des sexes, du genre, à l'intérieur de l'histoire. Et même qu'on mesure une société à l'état de liberté des femmes. Et c'est ce qui s'est passé avec la question iranienne, où les Iraniennes là aussi sont rentrées dans l'espace public, pas seulement, et des hommes les ont suivies. Ça a été mixte, un certain nombre non seulement de manifestations, mais même d'emprisonnement et d'assassinats d'hommes, dans ce débat pour cesser de porter le foulard, voile, comme moi je préfère dire foulard. Et donc là, on voit que ça rentre dans l'histoire commune. Et c'est là que moi je suis l'avancée qu'on est en train de faire. Enfin, c'est celle du point de vue de mon hypothèse philosophique d'historicité, c'est à cela que je m'attache. C'est comment ça rentre dans l'histoire. Alors qu'on a eu tellement de mal, mais combien il a fallu de décennies pour dire que les femmes, elles ont fait la résistance, vous savez, il n'y avait pas que les hommes qui ont fait la résistance. Non mais c'est dingue. Je parle d'un acte politique, là, je ne parle pas des droits des femmes à faire des enfants ou pas. Mais moi, je n'ai entendu parler des femmes dans la résistance que, je sais pas, j'avais 50 ans. Là, voilà, donc voilà. Maintenant, si on peut cesser d'en être là, on gagne la suite, les droits à obtenir, etc., etc. Mais moi, j'en fais le fondement qui est le mien. C'est pour ça que je préfère parler de réversibilité, parce que là, je suis dans un moment d'aller-retour, et c'est vrai qu'on a été surpris il y a 2 ans de ce qui s'est passé aux États-Unis. On a été très surpris. Mais voilà, c'est que... Question ? Plus d'intervention? Ah, si. Oui. Vous avez parlé à un moment que les hommes avaient une difficulté à ce qu'une femme la quitte. Le quitte, pardon. Ça commence par plus. Sauf si c'était pour un autre. Et moi, j'ai toujours ressenti, un peu comme la chanson « Dites-moi qu'elle est partie pour un autre, mais pas à cause de moi ». Moi, je l'ai toujours compris dans ce sens-là, que ça nous remettait en cause notre rapport avec la femme. Si elle part pour un autre qui est plus beau, c'était pas grave, c'était moins grave. Micro. Et vous pensez... Pardon. Ouais, moi, il me semblait que c'était plus concevable qu'elle parte pour un autre, plutôt qu'elle me quitte pour mes défauts. Oui. Mais
Donc vous avez entendu, vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? Mais j'avais pas la notion, j'ai pas l'impression d'avoir une notion que je perdais une propriété. Voilà. Oui, mais chez les anthropologues, c'est ce qu'on appelle l'échange des femmes. C'est-à-dire que la femme reste un objet d'échange, voire un lieu de l'échange dans la construction de la société. Et parce que finalement, même si on y voit toute l'indépendance des uns et des autres dans cette affaire, je suis humiliée, je ne suis pas humiliée, on peut restituer moi je peux restituer la subjectivité individuelle de l'un et de l'autre dans cette situation. Mais la société est construite de telle façon, moi je vais le dire autrement, ce qui m'a frappé, les féminicides, Dieu sait si on était au courant, et quand j'ai eu des fonctions dites politiques, on a fait des trucs à la fin là-dessus. Mais on disait, il y a des femmes qui meurent tous les 2-3 jours. On le disait déjà il y a 25 ans. Sauf qu'il n'y avait pas d'écoute. Moi, quand j'ai fait mon petit... Quand du consentement est passé en poste l'année dernière, j'ai fait mon intro sur... ma préface nouvelle, sur... Et la libération de l'écoute. Est-ce qu'elle est libérée, l'écoute? Pas tant que ça encore. Mais il y a une chose très intéressante. Je fais un petit encart. Mais sur le fait que les hommes qui ont été les premiers... interpellés par MeToo. MeToo, c'est pas seulement une plainte individuelle, donc c'est une plainte collective. Tout de suite, il y a eu 5 femmes, 10 femmes qui ont dit mais nous aussi, on a eu la même histoire avec ce mec-là, ça se passait mal et tout. Et ils ont déposé des plaintes en diffamation. C'est-à-dire que l'idée était encore de l'impunité. Mais ça existe encore, là. Je ne sais pas qui vient cette semaine de déposer une plainte en diffamation d'un animateur qui est je ne sais plus quoi. Donc ça veut dire que là, on est dans l'impunité. C'est-à-dire que c'est là où on est dans le contrat sexuel. C'est-à-dire je ne savais pas que c'était pas bien de faire ce que j'ai fait. Je ne vois pas le problème. Si, monsieur, si, il y a un problème. Donc PPDA, il est très fort là-dessus. Mais c'est comme ça que le premier, bien avant MeToo, le député qui avait fait une plainte en diffamation, son nom va me revenir, c'est un peu avant MeToo, il a perdu son procès. Mais donc après, il y en a qui l'ont enlevé. C'était l'écologiste Nicolas Hulot. C'était Popin qui a perdu son procès, mais Nicolas Hulot aussi, lui, il a enlevé son procès en diffamation, juste, je crois, la veille de Noël. C'était Mediapart qui s'était amusé à noter que c'était... Bon, parce qu'ils se sont rendus compte que les temps avaient changé, c'est-à-dire que... Mais l'impunité, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on est coupable. Donc, ça fait partie du schéma de qui est humilié et comment. Donc moi, j'aime bien les anthropologues que je connais mal, parce qu'ils cherchent à montrer comment c'était organisé, justement. Et pourquoi. Et après, nous, on a des évidences qui nous sautent à la figure. Oui, mais il y a quel pourcentage de féminicides où elle n'a pas remplacé l'homme qu'elle a cessé de vouloir voir, ou dont elle s'est plainte auprès de la gendarmerie, etc. Donc, c'est là où moi je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. Moi, ça m'a appris quelque chose, l'histoire en train de s'écrire, plus que d'avoir, moi, plaqué mon analyse sur le sujet. Et après, quelle est la représentation qu'on a de soi? Si un homme est quitté sans être remplacé, s'il est remplacé, c'est qu'il est validé par celui qui le remplace. Au lieu d'être humilié par une femme qui prend son indépendance et qui dit fuck. Donc, parce que oui, si on est remplacé par quelqu'un de beau, comme vous disiez, c'est bien. Non, mais c'est mieux. Il faut réfléchir. C'est comme l'impunité. Il faut qu'on change de catégorie. C'est-à-dire que, par exemple, les hommes qui ont porté plainte pour diffamation, ils ne savaient pas que c'était pas bien ce qu'ils faisaient. Ils ne le savaient pas. C'est fou. Enfin, ils ne le savaient pas. Je mets des guillemets. Mais je veux dire, ils pouvaient ne pas le savoir. Parce que c'était accepté. Quand on a dit que le bureau de PPDA, on savait bien ce qui s'y passait, toute la maison le savait. Mais personne ne disait rien. Donc lui, si personne ne disait rien, bon, puis s'il y en a une qui se sauvait en courant, c'est qu'elle était... rien de mal. Voilà, c'est ça, ces notions-là qu'il faudrait retrouver. C'est-à-dire, c'est ça l'histoire du contrat sexuel. C'est-à-dire ce qui n'est pas explicitement analysé. Ce que vous disiez, c'est important. On n'a pas mis les mots dessus. Si on ne met pas les mots dessus, c'est l'humiliation d'un homme qui est quitté. Alors ça ne veut pas dire que la femme qui le quitte, elle va bien.
Ça, si on peut se permettre quelques messages personnels, ça ne veut pas du tout dire que tout ça est joyeux. Mais c'est ce qui s'amène, votre question, ce que ça amène à dire, c'est qu'il faut qu'on donne du contenu à des choses qui n'en avaient pas. L'impunité, des choses comme ça, qui n'avaient pas de contenu. Vous avez appris aujourd'hui que le directeur de Sciences Po Paris a été mis en examen pour violence conjugale. Celui de l'auditeur actuel? Oui, actuel. Ah non, ça, je suis pas au courant de ça. J'ai raté cette information. Décidément, Sciences Po s'en sort mal. Ah oui, ça sort mal, ça c'est vrai. Sciences Po cumule. Mais c'est la question du pouvoir aussi. Oui. Bon, j'ai pas sorti le mot pouvoir, mais c'est la question du pouvoir. Ah non, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça, j'ai raté l'info. Bon, ben, écoutez, je crois qu'on va conclure. Je pense qu'on a compris qu'il fallait peut-être pas que les femmes attendent qu'on leur donne la parole. Il fallait qu'elles la prennent. Qu'on leur libère la parole. Voilà. Il fallait pas attendre. Il fallait que les femmes se dévoilent, mais n'attendent pas que les hommes les dévoilent. Mais on a compris aussi que il va falloir quand même qu'à différents niveaux de la société, la capacité d'écoute soit développée suffisamment. Et puis les mots, les concepts. Et les mots, les concepts, tout ça, tout ce qui nous aide à comprendre notre propre vie, je crois que ça c'est très important. Alors, écoutez, on va remercier Geneviève Fraisse. C'est un sujet qui est, comment dirais-je, qui nous remet beaucoup de choses en place, qui nous fait bouger sur nos positions, et je crois que ça c'est une chose très, très importante. C'est pour ça qu'un espace public, ça existe, et ça vit, ça bouge, ça pense. Voilà, merci. Geneviève Fraisse.